Bonsoir, je commence par le point de la situation internationale de cette épidémie de coronavirus Covid-19. 94 250 cas au total dans le monde, dont plus de 51 000 guéris. 80 000 cas en Chine et plus de 13 500 cas hors de Chine, avec cette proportion qui continue à progresser entre les cas hors de Chine et les cas en Chine. Il y a désormais 80 pays touchés, le pays le plus touché étant la Corée du Sud avec 5 600 cas. Juste derrière l'Iran avec près de 3000 cas. En Europe, tous les pays sont concernés. Vous savez que le pays le plus touché est l'Italie avec près de 3000 cas, l'Allemagne 240, l'Espagne 198. En ce qui concerne la mortalité, nous avons désormais plus de 3200 décès, dont 2980 en Chine, 236 hors de Chine, avec des pays très touchés comme l'Iran, 92 décès, l'Italie 80 et la Corée du Sud, 32. En France, nous sommes au stade 2, donc avec un objectif très clair qui est celui de freiner la propagation du virus sur le territoire national. Ce jour, à 16 h, nous avons, selon Santé publique France, 285 cas confirmés, soit 73 de plus qu'hier. Toujours 4 personnes décédées et on a 15 personnes en situation de réanimation ce jour. Parmi les cas confirmés et tous isolés, 172 font partie d'une chaîne de transmission ou d'un regroupement de cas. 52 sont de retour de zones à l'étranger où circule le virus. 65 sont sans exposition identifiée à cette heure. Nous avons 13 régions touchées et nous avons appris ce soir que des premiers cas confirmés étaient rapportés en Guyane. Plusieurs situations de cas groupés font l'objet d'investigations. Un important regroupement de cas dans l'Oise, à la suite de l'investigation des 2 premiers cas, qui a permis de détecter à cette heure 99 cas confirmés, qui sont d'ailleurs répartis dans au moins 8 régions. Nous avons un autre regroupement en Haute-Savoie, à La Balme, près d'Annecy. Ce regroupement est désormais constitué de 30 cas confirmés. Vous savez que nous avons aussi détecté une contamination d'un groupe de touristes de retour d'Égypte, 11 cas confirmés, et c'était par le dépistage d'une détresse respiratoire aiguë d'allure infectieuse. Dans la région Grand Est, dans le Haut-Rhin, 10 cas sont confirmés, dont 5 au sein d'une même famille. Il s'agit d'une contamination au cours d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes du 17 au 24 février sur le site de l'église de la Porte Ouverte chrétienne, dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse. Les investigations sont en cours. Les personnes qui ont participé à cet événement et qui présentent des symptômes évocateurs d'infection à coronavirus doivent contacter leur centre 15, où qu'elle soit sur le territoire national, bien sûr. Et pour toute demande moins médicale, juste de renseignement, je vous rappelle qu'il ne faut pas saturer le centre 15 et appeler le numéro vert national, le 0800 130 000. Enfin, dans le Morbihan, on a ce soir un cas supplémentaire, soit 14 cas, autour de 3 communes, Auray, Carnac et Crac. Cette région rapporte au moins 10 cas. Il s'agit de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Bretagne, du Grand Est, de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Nous sommes donc toujours dans un stade 2 qui se caractérise par plusieurs cas groupés répartis sur le territoire. Les zones où circule activement le virus sont bien identifiées. Pour 3 cas sur 4, nous connaissons la chaîne de transmission. Les équipes du ministère de la Santé, en lien avec les services de l'État, les agences régionales de santé et Santé publique France, sont pleinement mobilisées. Je ne le dirai jamais assez, auparavant nous cherchions à limiter l'entrée du virus sur le territoire, comme l'ont fait d'ailleurs la plupart des pays. Désormais, notre objectif consiste à ralentir la propagation du virus en protégeant les zones non ou peu touchées. Freiner cette diffusion, c'est atténuer l'impact sur la population lors du passage au stade 3. Le pic d'épidémie en sera d'autant limité. Cet objectif a d'ailleurs été rappelé lors du Conseil de défense et de sécurité nationale ce matin à l'Élysée. La conduite à tenir est simple et efficace. Se protéger soi-même pour une efficacité collective. L'objectif des autorités sanitaires est d'apporter des réponses proportionnées à l'évolution de la situation. Nous devons ralentir l'épidémie, laisser passer l'épidémie de grippe et permettre une adaptation des mesures en fonction des spécificités locales et territoriales.
Les personnes malades ont instruction de ne pas se mêler à des rassemblements, de rester à domicile et surtout d'éviter les contacts avec les personnes vulnérables. Personnes âgées, personnes souffrant de déficit immunitaire, par exemple, et qui sont bien dans l'instruction de se protéger face à tous les risques infectieux. Les enfants, en particulier, doivent limiter leurs contacts avec les personnes âgées et les personnes les plus fragiles. Je le rappelle, pour lutter contre la propagation de ce virus, les mesures sont simples et elles sont les mêmes depuis le début de cette crise. Elles seront les mêmes jusqu'à la fin de cette crise. Respecter les gestes barrières et adopter les bons comportements. Il faut appliquer des mesures d'hygiène régulières et répétées qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus. Il est important aussi de rappeler que la très grande majorité des formes de cette maladie sont bénignes, 80%. Ainsi, les agences régionales de santé sont en mesure de décider sur leur territoire et sur certaines zones du suivi à domicile et en ville des personnes ne présentant pas de forme sévère de la maladie, pas de facteurs de risque particuliers, et cela se fait en lien étroit avec les professionnels de santé et en gardant notamment les tests pour les situations hospitalières, pour les situations graves, pour les investigations autour des cas groupés et pour les situations de doute sur des cas de maladie au sein des professionnels de santé. S'agissant des masques, je rappelle qu'il a été scientifiquement confirmé que s'agissant du coronavirus Covid-19, les masques dits chirurgicaux, les masques anti-projection, ont une efficacité équivalente à celle des masques spécialisés FFP2. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport officiel de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un essai clinique publié dans JAMA, c'est l'avis officiel de la Société française d'hygiène hospitalière publié aujourd'hui, et ce sont aussi les recommandations officielles des US CDC. Ces masques P2 doivent être strictement réservés à l'usage des professionnels hospitaliers qui pratiquent au quotidien des gestes à haut risque, en soins critiques par exemple, ou qui sont exposés à des agents infectieux différents, tels que la tuberculose. Un décret publié ce jour et entré immédiatement en vigueur permet la réquisition par l'État des stocks de masques et de la production à venir. Sur un stock stratégique de 150 millions de masques chirurgicaux, l'État vient d'en déstocker pour les professionnels de santé via une délivrance par les officines pharmaceutiques, en ciblant en priorité et en urgence les zones de circulation active du virus, puis tout le territoire sera livré dans les prochaines heures. Les fabricants ont été réunis ce jour pour maximiser la production et optimiser les circuits logistiques. Pour conclure, je voudrais avoir un mot pour l'ensemble des services de l'État, les collectivités locales, toutes les personnes qui sont mobilisées depuis plusieurs semaines, évidemment les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, qui se mobilisent pour la prévention et qui se mobilisent pour la prise en charge de ces premiers cas. Et je les remercie vraiment pour leur engagement sans faille. Je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, bonsoir, Bénédicte Catin du Généraliste. J'avais deux questions. La première, l'étude du JAMA, elle a été publiée quand et voilà, parce que je ne l'ai pas trouvée. Ou alors j'en ai trouvé une en septembre, mais ça ne faisait pas référence au Covid. Et puis une autre question, je crois qu'il était fait état de recommandations aux professionnels libéraux en cours d'élaboration. Où est-ce qu'on en est? Alors, sur l'étude du JAMA, je vais essayer de vous la retrouver très rapidement. En tout cas, elle est toute récente et effectivement, c'est un essai de comparaison. Je vais vous retrouver la référence, mais en tout cas, elle est en ligne sur le site du JAMA. Et elle est vraiment spécifique puisqu'elle analyse la protection des soignants face à des patients confirmés. Donc ça, je vous le donne. Sur les recommandations faites aux professionnels, ça, c'est un point très important. Je pense que maintenant, le message est très clair de l'OMS, des USCDC et de la Société française d'hygiène hospitalière. On doit utiliser des masques chirurgicaux et maintenant, je crois qu'il n'y a plus de débat. Ce d'autant, je vous rappelle que nous avons cette double barrière qui est celle que l'on propose aux malades qui toussent, qui est symptomatique et qui, là, lui, a vraiment besoin d'un masque anti-projection, et le masque de protection qu'on propose, le masque chirurgical aux professionnels de santé qui gèrent ce malade. Donc ça, c'est la démarche indispensable. Après, ce que vous appelez recommandation aux professionnels de santé, je pense que c'est un peu différent, c'est comment on s'organise sur le territoire. Et pour ça,
Je crois vraiment qu'il faut faire confiance aux professionnels de santé de terrain pour qu'ils proposent eux-mêmes leur organisation optimale. Je pense que si ça vient de Paris, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que la situation est très différente selon les territoires, la présence hospitalière n'est pas la même. Autant on a des consensus assez logiques nationaux pour savoir qui sont les personnes à hospitaliser, en fonction par exemple de la présence de facteurs de risque ou de l'âge, autant l'organisation des soins entre les médecins libéraux, l'hôpital de référence, le GHT, le retour à domicile, les services d'assistance à domicile, l'hospitalisation à domicile doivent être vraiment déclinés en local, parce que je pense que c'est vraiment les professionnels de santé de ville comme d'hôpital qui connaissent le mieux leur territoire. Donc on a à la fois des enjeux de doctrine nationale sur l'utilisation des masques ou sur les indications d'hospitalisation, autant les circuits spécifiques, la conduite à tenir par exemple en lien avec l'hôpital, les sorties anticipées de malades et comment on les prend en charge en situation épidémique, c'est vraiment à chaque territoire de s'organiser et c'est ce qu'on propose aux agences régionales de santé en lien avec les URPS, les URML et donc tous les professionnels de santé des territoires qui connaissent parfaitement les interactions entre la ville et l'hôpital. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de faire en sachant que là encore, il y a des très grandes différences sur le territoire national et qu'il faut qu'on écoute le terrain et qu'on laisse le terrain s'organiser et préparer effectivement cet enjeu qui est que 80% des formes bénignes sont observés dans cette maladie, que donc 80% des personnes, objectivement, n'auront pas forcément besoin d'une hospitalisation. Donc c'est vraiment un élément important dans l'anticipation de la prise en charge. Oui, bonjour, Jean-Yves Paillet pour l'agence de presse médicale. Alors j'aimerais savoir, j'ai deux questions déjà. D'une part, est-ce que de nouveaux clusters ont été identifiés aujourd'hui? Est-ce que d'autres sont en cours d'identification? Et ensuite, est-ce que vous avez des nouvelles concernant les cas confirmés? C'est dans un centre gériatrique à Crépy-en-Valois. Non, alors je n'ai pas le suivi individuel des cas. Hein. J'essaie de vous donner une situation nationale parce qu'on a vraiment encouragé aussi les autorités sanitaires régionales à donner des informations sur la situation des investigations sur le territoire régional et sur l'évolution éventuelle des patients. Voilà, je pense que c'est important que vous ayez les données sur les cas graves, que vous ayez évidemment la synthèse, mais on n'a pas de suivi individuel des cas. Sur l'organisation du suivi épidémiologique, on n'a pas de signalement ce soir de nouveaux regroupements de cas, même si plusieurs investigations ont débuté, puisque comme je vous l'ai dit, on a 172 de ces cas qui font partie d'une chaîne de transmission ou d'un cas groupé. On a aussi 50 personnes, plus de 50 personnes qui reviennent de zones à l'étranger. Et donc, les nouveaux cas, je vous ai dit qu'il y avait 73 cas, il y a 65 cas qui sont encore sans exposition. Mais vous savez qu'il y a un travail très fin d'investigation pour savoir comment on rattache les cas les uns aux autres. Et on peut même avoir un regroupement de cas qui n'apparaît pas de façon évidente. Je vous donne un exemple. Si vous avez fait un repas familial le week-end dernier, plusieurs membres de votre famille, qui sont en fait un regroupement de cas, peuvent être hospitalisés dans des endroits différents parce qu'ils sont rentrés chez eux. Donc ce travail épidémiologique, il est lourd, il est complexe, et il permet au fur et à mesure des investigations de dire si oui ou non on est sur un regroupement de cas, ou si on est sur une chaîne de transmission, ou si on est sur un retour de voyage, ou si on est sur un cas inexpliqué. Bonjour, Yves Leroy pour le journal Le Parisien. Vous avez évoqué la protection des frontières, celle des zones non touchées aussi. Je voulais connaître votre position particulière sur le cas du match de foot PSG-Dortmund, qui concerne un public parisien, français, mais aussi déplacement de supporters allemands. Quelle est votre position sur un éventuel match à huis clos ou une interdiction de déplacement des supporters allemands ? Alors vous savez qu'il y a une doctrine qui est maintenant très connue sur le fait qu'on évite les rassemblements qui entraînent des situations de proximité entre les personnes, en particulier dans un lieu clos, confiné, où il y a plus de 5000 personnes. Et donc ça, c'est une doctrine nationale. Après, il y a des évaluations au cas par cas. D'abord parce que, comme vous le savez, quand on est en situation extérieure et qu'il n'y a pas de promiscuité, les risques sont moindres, puisque je vous rappelle que le cas d'un contact avéré est celui d'une personne qui reste plus de 15 minutes, soit en face à face, soit à moins d'un mètre avec un véritable contact, donc ce n'est pas si fréquent que ça dans la vraie vie. Et après, effectivement, on tient compte des mélanges de population de personnes venant de zones touchées ou non touchées. Donc je n'ai pas d'avis spécifique sur cette rencontre, mais simplement, voilà un petit peu l'analyse rationnelle que l'on propose à chaque fois, en sachant que là aussi, je pense qu'un sommet européen a lieu vendredi et qu'on a vraiment besoin d'une position cohérente européenne, puisqu'on voit bien, si vous suivez les chiffres, que la France est à peu près dans la même situation que l'Allemagne et que l'Espagne. Donc aujourd'hui, il y a peu d'intérêt à différencier des pays qui ont une situation épidémiologique assez proche.
Bonsoir. Adeline Frémont du Figaro. Est-ce que vous en savez davantage sur la chaîne de contamination dans l'Oise, et notamment sur le patient zéro? Non, on ne sait toujours pas quel est le patient zéro. En pratique, il y a eu des rumeurs hein, sur la base aérienne de Creil, et donc on a confirmation que la base aérienne de Creil n'est pas dans les premiers cas, loin de là, et donc les premiers cas qui se sont révélés sur la base aérienne de Creil sont survenus plusieurs jours après d'autres cas dans la même région. Donc ça, c'est un élément d'importance. Et par ailleurs, c'est compliqué effectivement de retrouver ce patient zéro, puisqu'il faut remonter de cas en cas chez des personnes qui évidemment ne sont plus positives. Donc il faut retracer un historique clinique de personnes qui disent « Ah mais quelques jours avant d'être malade, j'avais rencontré quelqu'un qui était malade » et il faut aller voir la personne qui a été à ce moment-là évoquée pour qu'elle raconte quels ont été ses symptômes. On ne peut plus la tester parce qu'elle n'est plus positive par définition, il n'y a plus de virus. Et donc pour que ces symptômes soient considérés comme compatibles avec une infection de type Covid et qu'à ce moment-là, on la réinterroge elle-même pour remonter encore d'1 ou 2 jours à chaque fois la chaîne. Donc vous voyez que c'est un travail de fourmi et c'est le travail qui est effectué aujourd'hui par les épidémiologistes pour essayer de comprendre quelle est l'origine de ces regroupements de cas. Odile Pouget, RTL. Avez-vous des précisions concernant les 2 cas en Île-de-France? Ce sont les premiers cas en Île-de-France? Comment ça, les premiers cas en Île-de-France? Il y a beaucoup de cas en Île-de-France. Qu'est-ce que vous voulez dire par 2 cas en Île-de-France? Il y a beaucoup de personnes qui sont hospitalisées en Île-de-France. Oui, bien sûr, mais les cas Neuilly, Nanterre? Pas de détails à ma connaissance et on encourage là encore les agences régionales de santé à communiquer sur leurs investigations. Mais la vraie question est de savoir si les personnes sont hospitalisées là où elles vivent ou si elles sont hospitalisées parce qu'elles sont transférées soit de leur lieu professionnel, soit d'un autre établissement. Donc c'est pour ça qu'on est toujours attentif à bien vous préciser que les personnes, quand elles sont hospitalisées quelque part, n'habitent pas forcément sur ce lieu. Justement, sur Nanterre, il s'agirait peut-être d'un salarié d'un grand groupe d'assurance qui habite dans le cluster de l'Oise et qui n'aurait pas pratiqué du télétravail. Est-ce que vous confirmez? Dans ce cas-là, ça pose la question de est-ce qu'on contraint les gens à rester chez eux? Alors, très clairement, on a été très précis, et je le redis. Je pense qu'il faut qu'on développe encore nos réflexes de bon sens. Les personnes qui vivent dans un cluster, et puis vous avez vu, il y a de plus en plus de chaînes de transmission, il faut que la vie continue, mais il faut simplement que leur niveau de vigilance et que l'acquisition des bons comportements soit rapide. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas confinées. Ce sont des personnes à qui on demande de réduire leur activité sociale ou de réduire leurs contacts sociaux. Donc, je vous donne un exemple très concret. Parmi ces personnes, si elles n'ont pas de symptômes, ce n'est pas une bonne idée, par exemple, quand on vient d'un cluster, que d'aller dans un grand rassemblement. C'est ça que j'appelle la réduction de vie sociale. Ce n'est pas une bonne idée d'aller en boîte de nuit quand on est issu de ce cluster. Mais ça n'empêche que la vie continue et que les personnes ont besoin de travailler. Si elles peuvent faire du télétravail, tant mieux. Mais si elles doivent aller travailler, elles vont travailler. Et par contre, il y a un conseil qui est important, c'est que si elles deviennent symptomatiques, si elles tombent malades, là, par contre, le bon réflexe, c'est de rester à domicile. Et donc ça aussi, ce sont des comportements qui vont changer parce que vous savez que les Françaises et les Français ont tendance à aller travailler même malades. Et en soi, ce n'est pas critiquable. Mais dans cette situation où le virus circule, quelqu'un qui vient d'un cluster en particulier et qui commence à se sentir fébrile, avoir mal à la gorge, mal à la tête et des douleurs musculaires, le bon réflexe, c'est de rentrer chez soi et de se signaler au centre 15, plutôt que de se dire que demain, il y a une réunion importante et que je vais continuer à travailler. Mais par contre, sur la situation individuelle, je n'ai pas d'informations. Autre question sur l'Italie. L'Italie ferme toutes ses écoles et universités. Ils sont à 3000 cas. Est-ce que ça veut dire que si nous, on arrive à 3000 cas en France, on envisage aussi le même scénario? Alors, on n'est pas du tout sur cette démarche actuellement, hein, d'abord parce que la situation en France n'est pas la même. L'objectif est effectivement que nous prenions tous ensemble, et je crois que c'est un des principaux objectifs de la réunion de vendredi en Europe, une analyse de risque identique, une analyse de la situation épidémiologique et une démarche européenne qui soit cohérente, notamment parce que les Français ont besoin qu'on comprenne quelles sont les mesures que l'on prend et pourquoi on les prend. Et donc, on a toujours voulu avoir un rationnel scientifique, une réponse proportionnée et une réponse adaptée à la situation. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la situation de l'Italie. L'Italie prend ses mesures de façon tout à fait autonome et indépendante et c'est tout à fait normal. Mais je crois que la France, pour l'instant, a toujours adopté une démarche rigoureuse de transparence sur la situation, d'information des Français sur la situation. Et les mesures, elles sont adaptées, elles sont proportionnées à ce que l'on observe et ensuite basées sur des raisonnements scientifiques.
Bonsoir. J'ai une petite question concernant les tests rapides. Je voulais savoir ce qu'il en était, s'ils allaient mettre à disposition bientôt et quelle était leur fiabilité. Et la deuxième question concerne les masques, parce qu'il a été dit quand même et répété ces dernières semaines que porter un masque chirurgical quand on n'était pas malade ne sert à rien, ce qui n'est pas malgré tout une petite contradiction du coup avec ce qui est énoncé avec cette double protection soignant-malade. Alors pas du tout. En pratique, sur les tests, nous avons, vous savez, validé un test très rapidement grâce à l'Institut Pasteur. Et ce test, qui a été validé par le Centre national de référence, a ensuite été rapidement diffusé aux établissements de santé, CHU, laboratoire de virologie, laboratoire d'abord de haute sécurité virologique, puis de moins en moins de contraintes sont mises parce qu'on veut que plusieurs dizaines de sites hospitaliers soient équipés. Donc ces tests aujourd'hui sont disponibles sur l'ensemble du territoire national. Il existe de nouveaux tests, effectivement, qui sont régulièrement mis sur le marché. Et on n'a pas de souci particulier avec ces tests. La seule chose, c'est qu'on exige quand même qu'ils soient vérifiés, contrôlés par le Centre national de référence, et c'est la démarche qui est en cours. Donc évidemment, tous les tests, s'ils sont plus simples, plus rapides et évidemment aussi fiables, seront encouragés. Sur les masques, peut-être que je me suis mal exprimé. Ce que l'on propose, c'est que les malades portent des masques, les personnes en confinement portent des masques et les professionnels de santé portent des masques uniquement lorsqu'ils sont en contact avec un malade suspect. On ne va pas voir des professionnels de santé dans la rue ou juste dans leur cabinet avec des masques. Ça n'a pas de sens. D'abord, ça n'a pas d'impact en termes de protection. Là, on parle vraiment du face-à-face. Je rappelle, la transmission gouttelette, c'est du face-à-face. Donc, c'est vraiment quand on examine quelqu'un, quand on le sculpte, quand on l'examine vraiment en termes médical, ou qu'une infirmière fait un soin important ou qu'un kiné fait un soin à risque, c'est vraiment cette situation-là face à un malade. Ce n'est pas le quotidien du soignant. Bonsoir. Sacha Robin pour CNews ici. Est-ce que vous avez observé que le virus mutait? Et si oui, est-ce que ça pourrait poser problème pour la mise en place d'un vaccin s'il mutait plus tard, par exemple? Alors, il n'y a pas de mutation profonde du virus. La seule chose, c'est qu'un virus s'adapte en permanence, mais de façon très fine et très modeste. Et donc, les virologues spécialisés se rendent compte que le virus, on peut le tracer, j'allais dire, presque de mère en fille, c'est-à-dire qu'on le voit s'adapter petit à petit, mais il n'y a pas de mutation profonde du virus qui modifierait soit sa contagiosité, soit son agressivité, sa capacité à tuer, par exemple, ou à résister à un médicament. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, tous ces virus sont surveillés de très près par les laboratoires de référence pour voir s'ils se modifient profondément, et donc ça serait là une cause d'inquiétude, mais ce n'est pas aujourd'hui ni démontré, ni publié. Et donc, je pense que c'est important de le dire. Par contre, la recherche sur le vaccin, vous savez, a débuté dans de très grands centres de recherche. Et donc, évidemment, les scientifiques qui vont travailler sur le vaccin travaillent sur le virus dans sa globalité, mais surtout sur des morceaux de virus, puisque c'est souvent avec des morceaux de virus qu'on provoque une immunité chez l'humain. Et donc, évidemment, la difficulté scientifique, elle est de trouver quelle est la bonne partie du virus qui va entraîner la réaction adaptée, efficace du corps humain. Et c'est un travail lourd, c'est un travail long, puisqu'une fois que le virus a été bien identifié, le vaccin doit être testé comme concept, puis testé sur des cellules, puis testé sur un modèle animal, et ensuite être certain qu'il est efficace chez l'homme avant d'être mis en production. Donc vous voyez que c'est une démarche particulièrement lourde et longue, malheureusement. Bonjour, 2 questions pour France 2. La première, c'est que vous avez parlé du stade 2. Est-ce qu'on sait si le stade 3 va être atteint? Si oui, quand? Et qu'est-ce que cela induit? Et la deuxième question, c'est est-ce que la nourriture peut être le vecteur du Covid-19? Alors, en fait, les choses sont continues. Vous voyez, le virus, d'abord, il ne se répand pas tout seul, il se répand avec l'homme. C'est quand même important de le rappeler. Donc, d'où l'importance de toutes les consignes qu'on donne pour changer ses comportements. Et grâce à vous, je trouve que les Français changent leur comportement. On voit beaucoup moins d'embrassades, beaucoup moins de serrage de main et même des réponses assez humoristiques, tant mieux. Le lavage des mains est très important parce que comme ça, quand on a une main souillée, il n'y a plus de contact direct avec quelqu'un qui n'est pas contaminé et donc ça empêche le virus de passer d'une personne à l'autre. Parce que les gouttelettes, ce n'est pas si fréquent que ça. Il faut vraiment que la personne soit juste en face de vous et qu'il y ait un éternuement ou une toux. Donc, ce n'est pas si fréquent que ça, surtout si les gens ont appris les bonnes pratiques et tous dans leur coude ou éternuent dans un mouchoir. Donc, c'est vraiment voilà, le principe de réduction des contacts. Ensuite, le passage de la phase 2 à la phase 3, c'est tout simplement de la description d'un phénomène progressif et évolutif. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des zones où le virus circule activement, il y a des zones où il ne circule pas du tout.
Et donc, quand on parlera d'une épidémie sur le territoire national, c'est qu'on verra du virus circuler sur l'ensemble du territoire national, qu'on n'expliquera plus du tout d'où il arrive. Il n'y a pas de lien avec l'extérieur, il n'y a pas de lien avec un cluster, il y a simplement des gens qui vous disent qu'en étant allés travailler, ils reviennent malades et qu'ils n'ont pas du tout d'idée de savoir comment ils ont contracté ce virus, parce qu'on n'arrive plus du tout à comprendre les mécanismes de transmission. Donc c'est une circulation virale active sur l'ensemble du territoire, et c'est un phénomène progressif, ce n'est pas une décision d'une autorité qui va dire ça y est, on bascule, et d'une minute à l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc toutes les démarches de changement de comportement, de bon comportement que nous sommes en train d'acquérir tous ensemble sont pertinentes aujourd'hui, elles sont pertinentes dans la phase 2, elles seront toujours pertinentes dans la phase 3, puisque l'idée est effectivement de se protéger collectivement et de se protéger individuellement du risque de contracter le virus. Sur la nourriture, ce qui a été dit, et c'était vrai, c'est qu'on était attentif en Chine à la consommation de viande crue, par exemple, et puis vous savez qu'il y a eu toute une enquête, qui n'est d'ailleurs pas complètement terminée, sur l'origine animale de ce virus, qui est probable, puisque ce sont les coronavirus, on le sait, souvent des réservoirs animaux et des hôtes intermédiaires animaux. Mais c'était sur cette menace-là, et donc je rassure les Français, la nourriture n'apporte pas de risque particulier de contamination virale. Ça n'a pas de sens que d'imaginer qu'une nourriture apporterait le virus. Le virus est simplement apporté par les mains. Donc par contre, si on ne se lave pas les mains, effectivement, on peut se retrouver avec des mains souillées par une personne qui est porteuse. Mais ça n'a rien à voir avec la nourriture.